Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des Forums France-Inde. Société, économie, politique et culture, chaque mois nous vous proposons un nouveau sujet, toujours pour parler de l'Inde et toujours en français. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube et bien sûr sur notre site internet. Pour le trouver, tapez les Forums France-Inde sur Google et vous pourrez même vous inscrire à notre newsletter mensuelle. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne écoute. Aujourd'hui, Harry Gauthier, écrivain, reçoit sur son tinai Prabhu Edouard, musicien, percussionniste et compositeur. Aileso, ailesa, dandanake, danakadake, dandanake, danakadake. Aileso, ailesa, dandanake, danakadake, dandanake, danakadake. Tout petit, Prabhu le pêcheur jeta son filet dans la mer de Pondichéry. Aileso, ailesa, dandanake, kadake, dandanake, danakadake. À la place des poissons, son filet contenait des milliers de sons divers que les vagues de Cholamandalam avaient rapportés à travers leurs histoires. Aileso, ailesa, dandanake, danakadake, danake, danakadake. Il chargea son filet sur ses épaules et partit à travers le monde pour semer ses rythmes. Son monde n'a pas de frontières, n'a pas d'identité, ne porte pas d'étiquette, ne se limite pas à je. Il est toi, moi, nous, vous, eux. Prabhu Edouard et Vanakkam. Ravi de te rejoindre, cher frère. Merci pour cette introduction incroyable. J'espère en être digne, mais franchement, je suis extrêmement ravi d'être là et de partager ce moment avec toi. Mais écoute, c'est moi qui suis à tous ceux qui sont, je crois, là autour de nous, un peu partout sur la planète, à nous écouter et à prendre part à cet échange. C'est moi qui suis honoré de ta présence parce que tu sais à quel point je suis fan de toi. Je t'adore en tant qu'artiste, je t'adore en tant qu'être humain. Mais avant de passer à ça, je vais juste te présenter un peu notre concept du tinai. Pour ceux qui ne savent pas, le tinai est cet espace liminal entre l'intérieur et l'extérieur, qui est une forme de véranda qui est sur la façade des maisons traditionnelles tamoules. Dans le Tamil Nadu, plus particulièrement à Pondichéry, parce que je suis de Pondichéry. Et donc, ce tinai, qui est un espace convivial, où on palabre, on débat, on discute, on peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord, peu importe, mais l'important est de partager nos idées, nos points de vue, et enrichir le monde à travers ça. Et comme le tinai est le livre, et le titre, pardon, de mon deuxième roman, je voulais porter le titre, ce tinai, pas uniquement dans la littérature, mais aussi dans le monde vivant. Et grâce les forums France-Inde, ceci se matérialise. Et grâce à Jean-Louis qui est derrière nous, j'arrive pas à prononcer le mot en français, donc je dis le Mayankulit, le Mario, comment on dit ça? le marionnettiste. Le marionnettiste. J'ai du mal à prononcer le marionnettiste. Donc, je dis ça à l'indonésienne, le Wayangkulit. Merci Jean-Louis et pour tout ce que tu fais. Donc, Tambi, bienvenue sur notre tinai, sur mon tinai. Merci, Mikanandri. Donc, je vais déjà commencer par te poser la question que je pose à beaucoup de personnes. Bien sûr, c'est ton parcours. Mais ce parcours est quand même assez atypique, dans la mesure où, comme tu le sais très bien, et comme beaucoup de personnes qui nous regardent le voient très bien, nous, les Franco-Pondichéris, les Franco-Indiens, on a quand même une vie formatée qui est vouée, si tu veux, à travailler dans l'administration française ou servir l'armée française. Ça, c'est la génération de nos parents qui, quand même,
ont été formatés dans ce moule-là. Et notre génération, bien sûr, suit le même mouvement, mais dans ça, il y a quand même certaines brebis galeuses comme ça qui s'échappent, hein, et cherchent leur propre voie. Ce qui est mon cas d'ailleurs, et le cas d'autres personnes, et justement ce qui est ton cas. Peux-tu nous expliquer un peu ton parcours, s'il te plaît? Qu'est-ce qui est arrivé, quel est l'objet de ma dissidence? Exactement. Ma dissidence karmique. Écoute, ça s'est fait de manière assez, au départ de manière assez innocente, puisque j'avais ces réunions familiales. Tu sais, les parents travaillent dur, ils récoltent de l'argent pour payer les traites et les fins de mois. Et ce qui leur fait beaucoup de plaisir, ce qui leur donne beaucoup de joie, c'est de se retrouver dans la communauté, soit à travers les différentes fêtes, ou alors à travers quelques rencontres comme ça qui se font périodiquement à la maison, où des tontons, des tatas, des amis viennent. Et la particularité chez nous, c'était qu'il y avait de la musique. Et on avait tonton Sampat Sitapa, comme on dit. C'est le cousin de mon papa. Et lui apportait une paire de tablas. Après cette paire de tablas est arrivé un orgue, mais un tout petit, tu vois, qu'un oncle amenait. Et puis il y avait un triple bongo. Ça, c'est vraiment une percussion typique hein, que les Indiens ont adopté dans les studios de. D'abord, c'était de Bollywood, puis après de Hollywood. C'est le bongo cubain, mais en trois. Et ça, un autre oncle avait investi. Alors, c'était sa pierre précieuse. Et donc, ce petit monde s'affairait à prendre des lyrics books. Tu sais, c'est les paroles des chansons de films. Alors, il y avait MGR, il y avait Shivaji pour les générations d'avant. L'autre, c'était Rajinikanth, Kamala Hassan, les coqueluches des années 90, 80, 90. Et leurs chansons peuplaient comme ça toute l'atmosphère de la maison. Et ça se faisait à partir des tablas. Donc c'est ça qui m'avait fasciné et je voulais absolument, probablement sans m'en rendre compte, posséder l'outil de joie à partir duquel se crée cette ambiance à la maison. Et c'est comme ça que je me suis rapproché de cet instrument qui m'a jamais quitté. Ça m'est arrivé vers l'âge de 12-13 ans et il y a bien des décennies. Et cet instrument, au départ, bon, c'est vrai que mes parents, comme tu l'as évoqué, disaient, bon, administration, c'est très bien, tu as tes week-ends, tu pourras travailler 5 jours, 12 jours, tu fais où tu veux, où tu vas, les balles, les mariages, les baptêmes, les fêtes tamoules. Et donc, il se disait, ben, c'est ça qu'il va faire, il va bien jouer les tablas parce qu'il aime ça, il en fait tout le temps, mais il va passer son bac et il va faire une école d'administration ou je sais que sais-je, une école prépa. Ça a foiré complètement et donc j'ai dit à papa que j'avais envie de partir à Calcutta avec une bourse d'études. Il n'a pas compris, il s'est dit la Cité de la Joie, le truc de Dominique Lapierre où il y a des lépreux et tout, et il y a qui là-bas en fait? J'ai dit bah c'est juste la Mecque des tablas, tu vois, c'est des instruments là que je joue, c'est les plus grands maîtres qui sont là-bas. Les gens du Nord, bah alors mon grand-père qui lui était très chauvin, tamoul, pour lui la musique du sud de l'Inde, parce qu'il y a deux traditions, comme tu le sais, il y a la tradition classique du sud, et puis la tradition classique du Nord, Carnatic, Hindustani. Et alors déjà que je trahisse la destinée d'un bon tamoul pondichérien intégré qui devrait faire une grande école ou aller dans l'administration, c'est une chose. Et en plus que je trahisse, même dans l'art, le nord-sud, au lieu d'aller apprendre la musique du sud de l'Inde, d'aller au nord de l'Inde. Et là, c'était trop. Mais ils n'ont pas eu le choix, hein, les pauvres. Et donc, je suis allé au nord de l'Inde. Et quand je suis revenu, après avoir rencontré mon maître, Feu Pandit Shankar Ghosh, qui était un des monuments de cet instrument au nord de l'Inde, ben, les choses étaient très claires pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait ça ou rien. Et donc, mes parents, je pense qu'ils ont compris qu'il n'y avait pas matière à négocier. Et je pense que j'ai aussi eu la chance d'avoir des parents qui ont cru en mon choix, à une espèce de certitude que j'avais, que ça allait quand même me permettre de vivre matériellement et de rester heureux. Et je sais que c'était quelque chose qui n'était pas toujours évident. Dans
milieu, dans notre communauté. Et ils ont quand même accepté. Alors moi j'avais ouvert la voie et puis après c'est Stéphane, mon frère, qui est arrivé derrière. Pour lui c'était, voilà, la barrière était, son clos était cassé, il n'y avait plus qu'à Ouais, partir tu avais aussi. déjà déblayé le Voilà. terrain. Ouais. Donc voilà. Alors il y en a deux qui sont eux. Alors on est quatre, hein. Et il y en a deux qui sont partis du côté sombre de la joie. Et puis les deux autres, ma sœur après moi, et puis le dernier, on a fait en ricochet. Tu vois, il y en a un, il y a une brebis galeuse, et il y en a une qui est bien, qui a fait l'école d'administration. Mais c'est une grande mélomane. Et puis après, il y a Stéphane qui lui, pareil, hein, il a fait l'école buissonnière du jazz. Et puis le dernier, lui, alors c'est un musicien né, Sylvain, mais il aime mélanger de l'alcool et puis de faire de l'alchimie, des liqueurs. Donc c'est un barman émérite, mais qui préfère écouter de la musique et puis nous critiquer quand on sort nos albums. Ah ouais, quand même, quelle famille, dis donc. C'est impressionnant. Mais justement, tu me parles justement, de ce périple jusqu'à Calcutta, justement avec Pandit Shankar, Shankar Ghosh. qui vient quand même du Du Forgoba Bengale. Tarana, n'est-ce pas? L'origine, c'était un musicien du Raj, enfin, du royaume Alors de lui, il est bengali. Bengali, ouais. Comme Ravi Shankar, comme alors Ali Akbar Khan, avec qui il a beaucoup collaboré, était alors, bengali, mais avant la partition. Mais après, c'était la partie du Bangladesh. Mais ils viennent vraiment de ce terreau bengali, très impliqué dans la musique classique. Guruji, comme on dit, donc mon maître de tabla, avait habité aux États-Unis, à San Francisco, entre 66 et 75, et il avait beaucoup œuvré à faire connaître cette musique. Et puis après, il est revenu au Bengale, à Calcutta, au Kolkata, comme on dit maintenant, et il a poursuivi son travail à la fois de formateur, de soliste, et aussi on va dire de compositeur. Et toi, comment le franco-tamoul qui vient de la banlieue parisienne, un jour tu te retrouves à Kolkata, comment tu arrives à rentrer dans ce milieu justement? Comment tu arrives à te faire accepter par un grand gourou comme ça? Comment ça s'est passé? Alors quand je suis arrivé, alors c'est ça qui est intéressant, il y avait Georges Lindenmeyer. Alors c'est un Ah oui, ouais. Français, voilà, qui est décédé depuis plusieurs années et qui a été un peu mon parrain. En fait, quand je l'ai rencontré en France, lors d'un concert d'un grand violoniste pareil qui est décédé, qui s'appelle Pandit Viji Jog, c'était un des premiers à avoir adapté le violon au nord de l'Inde, parce que le violon a une tradition importante Dramatique, pour le ouais. sud de l'Inde, mais pas pour le nord. Et c'est à la génération de Pandit Viji Jog qu'il y a eu en fait l'homologation de cet instrument pour le nord. Et Georges était son disciple. Il habitait à Kolkata. Et en fait, Georges m'avait vu avant mon départ en Inde, et c'est lui qui m'a encouragé. Il m'a dit, à Paris, il y avait rue de la Tombissoire, il y avait chez lui ce concert avec son maître, et je vais voir ça, j'avais 20 ans, et il me dit, mais écoute, si tu veux apprendre les tablas, faut venir au pays, faut venir au nord de l'Inde. Et si par hasard tu viens à Kolkata, moi j'y suis. Alors je suis arrivé, j'ai fait toc-toc chez lui, et c'est comme ça que lui m'a présenté en fait à son maître, qui m'avait vu, et en fait il m'avait donné cette lettre de recommandation pour ma bourse d'études. Et lui m'a dit, écoute, toi, et je pense que Shankar Ghosh, lui, il a fréquenté les gens un peu biculturels, un peu les gens de l'Ouest, un peu perdus vers l'Inde. Il saura quoi faire de toi. Et donc, Georges m'emmène chez Guruji. Et Guruji avait un verre de whisky. Et puis, Georges a pensé sympa de dire Prabhu est talentueux, il a envie de se perfectionner. Et Guruji dit, bah, s'il est talentueux, il faut qu'il fasse des concerts, pas venir un maître pour apprendre à jouer. Alors déjà, c'était pas super. Et je me suis dit, il était comme ça tout le long. Et après, quand on est rentré, j'ai dit à Georges, écoute, il a pas l'air sympa, ce monsieur. Je crois pas que j'ai envie d'apprendre avec lui. Il m'a dit, bon, écoute, tu vas réfléchir. En attendant, je te mets chez un de ses élèves, et c'était un Afghan, Yama Karim. Et Yama habitait pas loin de chez Guruji, et puis il travaillait. Alors moi j'ai dit, écoute, ok, voilà, Georges m'a placé chez toi. Ouais, ton maître, j'aime pas trop, mais je vais être là un petit peu. Et puis Yama m'a dit, ok, mais ça tombe bien, demain j'ai un cours avec lui.
Et je dis, ah bon, d'accord, c'est cool, vas-y. Je dis, non, non, il me dit, non, non, tu viens avec moi. Je dis, pas sûr. Et il m'emmène, il m'entraîne jusqu'à chez lui. Et puis là, Guruji me dit, ah, mais t'étais pas venu avec Georges avant-hier? Il me dit, oui, oui, c'est moi. Bon, et puis après, alors là, ils passent les uns après les autres. Et comme en Inde, tu vois, on a un système différent, c'est-à-dire qu'on n'a pas de classe de niveau. C'était de 16h à 19h. Les cours, c'est 16h à 19h30 à peu près. Puis après, c'est son bar time, là. Il faut qu'il prenne son whisky, tout le monde dégage. Et il dit surtout on ne me parle plus de tabla. Ah oui, d'accord. Et donc à 16h, arrivait un gamin de 3 ans, de 4, un soliste de la radio indienne de 25 ans, un monsieur passionné, ingénieur, cadre sup de 48 ans, etc. Et les gens passaient selon leur ordre d'arrivée. C'était pas par niveau. Et j'entendais cette espèce de bouillon de tabla incroyable avec les petits qui arrivaient à la hauteur de leur instrument et puis les très grands qui étaient incroyables. Là, je commençais à me dire, ah ouais, d'accord, il y en a des très très bons quand même. Et puis là, il fait, toi, prends les tablas. Et bon, je les prends. Il me dit, joue quelque chose. Je joue 10 secondes. Je joue autre chose. Stop, je joue autre chose. Stop. Yama, donne-moi un cahier vierge. Ok. Et là, il dessine Om, donc qui est le signe sacré, le symbole sacré. Il met la date. Il écrit une composition. Il me dit, voilà, ça c'est pour toi. Tu vas travailler ça pendant le mois qui vient. Tu essaies de travailler au moins une à 2 heures par jour. Et puis, tu joues rien d'autre que ce que je viens de te donner. Et tu reviens dans 3 jours. OK? Yama, amène-le. Les choses sont OK pour lui. Il sait où s'héberger et tout. Et puis Yama dit, OK, super. Et puis on arrive dans le bus. Et là, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Yama, elle fait, il t'a accepté. Tu es son Wow. élève. Et j'ai dit, ah non, mais je voulais pas apprendre avec lui. Il me dit, mais tu te rends compte, mais les gars, ils font la queue pour être son élève. Mais je sais pas ce qu'il a vu en toi. Je sais pas, tu lui as plu. Il veut que tu sois son disciple. Puis d'abord, c'est trop tard. Il a fait le signe, le rituel est fait. Et si tu veux, j'ai pas eu à réfléchir. La destinée a fait que ce monsieur, alors qu'il avait cette espèce de façade d'homme bourru, avait quand même l'intuition, la très bonne intuition, puisque je n'en ai jamais changé de gourou, de me prendre comme élève. Donc, Mais je crois que c'est aussi une façon de tester son élève aussi. oui, Enfin, je crois que dans le guru parambara, comme on appelle ça, la tradition des gourous, oui, entre le Sishya et le gourou s'installe une forme de relation de père et de fils, n'est-ce tout pas? à fait. Il n'y a pas que ça, il y a aussi une forme d'amitié, énorme complicité artistique et truc. Et en plus, comme c'est le maître et le disciple, c'est toujours une relation assez fusionnelle, on va dire. Oui, oui, c'est assez complexe. C'est-à-dire qu'il y a une relation filiale spirituelle, puisque en Inde, vraiment, il y a cette conception. En plus, ce qui est intéressant, c'est que la musique du Nord est une musique indo-persane dans ses racines. Et c'est vraiment l'islam et l'hindouisme qui ont fusionné pour donner naissance à cette Exactement. musique-là, qui est la musique plus contemporaine, qui est arrivée vers le fin 17e, début 18e. Donc c'est la rencontre vraiment de ces deux mondes. Même les musulmans vont reprendre le dicton qui est Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Maheshwara, qui veut dire que la création, la préservation et la destruction, les trois passent par l'emblème qui est le gourou, qui est l'instructeur. Donc on voue un respect, une révérence qui est très importante et qui est vitale dans cette tradition. Et quand on trouve le bon gourou, bien entendu, aujourd'hui où on chasse les gourous et le mot est un peu galvaudé en Occident, en Inde, il s'agit de trouver quelqu'un qui va contribuer à notre épanouissement intérieur, ce qu'on appelle la sadhana, le travail spirituel. Et la Exactement. personne, quelle que soit ta discipline, à partir du moment où elle va te faire grandir intérieurement, la personne qui va arroser cette plante-là, c'est l'instructeur, c'est le gourou. Et quand tu trouves le bon, évidemment, ça c'est aussi, c'est comme une des relations de couple. La chance fait que tu trouves la bonne personne. Et là, ça devient quelque chose d'extrêmement profond, puisque cette personne va avoir un pacte avec toi, qui est que toi, tu devras lui faire confiance, et lui va t'amener quelque part jusqu'où il faudra, comme dans la tradition, pas se poser de questions. Mais arrive un moment où il va te dire, eh ben maintenant, il va falloir que tu nages tout seul.
Et donc, il n'y a plus de bouée de sauvetage, il n'y a plus d'instructeur, il n'y a plus de maître nageur. L'océan est vaste et il va falloir que tu trouves toi-même ton cap. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement précieux, que garde encore l'Inde avec des hommes comme lui qui ont su transmettre cette approche de la tradition. Mais justement, moi, je me souviens, j'avais, je crois, 15 ou 16 ans, la première fois que j'ai vu Jiddu Krishnamurti à Léa, qui m'a profondément marqué, justement, un de ses premiers livres qui s'appelle Se libérer du connu, justement, qui est pour moi ma Bible, en fin de compte. Justement, dans ce Guru Parambara, dans cette tradition de maître et disciple, il me semble, hein, corrige-moi, parce que moi, j'ai jamais eu de gourou. Tu as ton gourou intérieur. Ouais. Mais le gourou, il t'apprend jusqu'à un certain moment. Après, il dit, oublie ce que je t'ai appris. Continue, enfin, maintenant, c'est à toi de trouver ta propre voie. Donc, il y a quand même ce qui est assez intéressant, c'est que, surtout dans la tradition, enfin, dans l'éducation, je veux dire, européenne, n'est-ce pas, où on dit, Oui, enfin, on suit cette tradition d'éducation, on dit, on garde, si tu veux, jusqu'à la fin. Alors que l'Inde, en Inde, c'est qu'il va t'apprendre jusqu'à un certain moment donné. Après, il dit, tu déchires, tu brûles ce que je t'ai appris. Et apprends de toi-même. tu crois pas si bien dire parce que c'est littéralement ce qui m'est arrivé. Ah, ben, tu C'est vois. vrai qu'il y a cette. Moi, j'avais eu je l'ai vécu un petit peu en dichotomie, si tu veux, intellectuellement, parce que je venais d'une tradition, parce que quand tu arrives à 20 ans, tu as déjà été formaté par la pensée qui est véhiculée de par ton éducation scolaire, où l'esprit critique est quelque chose d'important. On vient d'une tradition qui est héritée du cartésianisme, et donc on doit, par essence, questionner les choses. Et là, j'arrive dans un endroit où d'un seul coup, c'est le contraire. Et d'ailleurs, le deuxième cours que j'ai eu, donc voilà, le premier cours, excuse-moi, le troisième, je crois, voilà. Le deuxième cours, j'ai eu les variations. Et au troisième cours, j'ai fait des variations, j'ai composé des variations. Alors j'ai composé des variations, puis j'arrive. Alors donc le rituel, c'est, il arrive, ok, prends les tablas, joue, et tu joues ce qu'il t'a donné, et puis après lui, il va corriger, parler ou donner d'autres choses. Je joue, et puis après il me dit, et je lui dis, est-ce que je peux jouer autre chose? Et il me dit, vas-y. Et je joue les variations que moi j'avais composées. Et là, je suis très content parce que Yama, qui était à côté de moi quand je travaillais ça, puisque c'est mon colocataire, et il me disait, ouais, c'est cool ce que tu as fait là et tout. Mais il s'imaginait pas que j'allais le jouer. Donc je suis arrivé, et puis là, il me dit, euh, qui a fait ça? J'ai dit, c'est moi. Tu l'as composé? J'ai dit oui. Qui t'a demandé de composer? J'ai dit, personne. Et pourquoi tu l'as composé? Bon, là, je me situe. Il m'a dit, faut plus que tu fasses ça. Pour les 5 ans à venir, tu vas plus jamais faire ça. Ah oui, Jusqu'à ce que je carrément. te demande de le faire. Et s'il faut que tu le fasses, je t'aurais demandé de le faire. Alors là, je suis dégoûté. Je rentre et je vais voir Georges. C'était quand même lui un petit peu mon QG, tu vois. Et Bien là, sûr. je lui dis, donne-moi un whisky. Et là, il me donne un whisky. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, non, j'aime pas du tout cette tradition. Non, mais c'est pas possible. Ça, écoute, j'ai fait ça. Et lui, je sais même pas si ça lui a plu. Et il me dit de pas faire. Oh là là, ça me convient pas du tout. Et Georges, qui lui était le français, qui aurait dû me dire, bah oui, 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 c'est bizarre. Il m'a dit, non, non, écoute, d'abord, tu vas te calmer. Tu vas finir ton whisky. Et tu vas comprendre comment ça se passe ici et comment fonctionne l'Inde et la tradition en Inde. Et donc, ok, il m'a expliqué ça. Bon, je me fais une raison. Et un jour, Guruji m'appelle et il me dit, viens prendre un thé. Parce que si tu veux, comme tu l'as dit, ils savent très bien comment tester et comment faire pour que, d'abord, quand tu te poses une question, qu'elle ne parte pas de l'ego, mais qu'elle vienne de ta soif de savoir. Bien sûr. Et là, il me dit, tu sais, les livres qui sont là, l'idée c'est que tu les lises tous. Pour faire un roman, il faut lire beaucoup de nouvelles. Donc tu vas lire toutes les nouvelles. Et au moment où il va falloir que tu fasses ton roman, tu vas brûler tout ça. Une fois que tu auras brûlé tout ça, tu vas pouvoir écrire ta propre histoire. Et avant, il y a quelque chose qui s'appelle patience et confiance. Et c'est ça dont j'ai besoin, moi, pour faire le travail que tu es venu chercher auprès de moi.
Et ça m'avait bouleversé. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Tu viens de parler de brûler ce feu créateur qui est celui qui n'efface pas ce que tu as appris. C'est celui de Shiva, puisque dans le processus, tu as Brahma qui crée, Vishnu qui préserve, et Shiva doit brûler tout ça, Oui. détruire ça. Mais c'est pas une destruction qui annihile, elle fait recréer, Destruction créatrice, en fait. voilà, elle fait replonger Brahma, le créateur, dans cette phase de recréation. Et c'est pour ça que on a d'abord besoin, dans la pensée indienne, de savoir d'où on vient, et puis après de s'atteler à la tâche de l'individuation. Moi, c'est ce qui me fascine, enfin, dans ton album Column, justement, c'est ce qui nous. Bah, écoute, une quand j'ai trébuché sur toi, on va dire ça comme ça, hein, quand j'ai trébuché sur toi, bien sûr, je t'ai connu que à peu près une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, et je me rappelle, quelqu'un m'envoie un message, dit, tiens, toi qui es tellement omnibulé par tous ces artistes indiens et qui te plaint souvent qu'il n'y a pas assez d'artistes franco-pondichériens, tiens, il y a ce jeune homme, Prabhu Edouard, qui vient de sortir un album qui s'appelle Column. Rien que le nom Column m'a interpellé. C'est un peu comme Montigny, comme tout le monde le sait, le Column, c'est ce dessin éphémère qu'on fait devant les maisons tamoules tous les matins à base de poudre de riz, pour, non seulement pour accueillir euh, les invités, les personnes qui viennent te visiter, mais aussi accueillir les dieux. Mm. Mais en même temps, il sert aussi à nourrir les petits insectes, surtout les fourmis, à longueur de journée. Et à la fin de la journée, ce colombe disparaît. C'est un dessin éphémère, c'est un art éphémère. Et pour justement, quand on dessine ce colombe, il y aura toujours quelqu'un assis sur le tinet qui va faire des commentaires. Tiens, fais-le comme ça, mets 4 points, mets 18 points, parce que c'est très, oui, très géométrique, oui. C'est schématique, c'est mathématique. Il faut savoir faire le truc. Et donc, c'est ce qui m'a interpellé, c'est cette référence culturelle à la culture tamoule. Mais ce qui m'a interpellé le plus, c'est quand j'ai commencé quand je t'ai présenté, j'ai commencé par Ailese ou Ailesa, donc qui était un chant de pêcheur. C'était un des premiers, justement, qui prend le chant des pêcheurs et le met dans une musique un peu, on va dire ça, sacrée, n'est-ce pas? Parce que l'hindoustanais, le carnatique, c'est quand même considéré comme quelque chose de sacré, quelque chose de très érudit, on va dire, n'est-ce pas? Et toi, tu prends quoi? Tu fais quoi? C'est ça que tu es encore un dissident dans ta créativité. Tu prends le chant des pêcheurs que normalement personne ne chante parce que les pêcheurs, c'est quand même des minorités qu'on préfère ignorer. Ils n'existent même pas, c'est les sans-visage. Et toi, tu prends le Ailesa et tu l'interprètes dans ton univers musical et ça devient quelque chose de très, très beau. Un peu à la façon comme il fait T.M. Krishna en ce moment. Il prend le terukutu, enfin, même le ganapato, qui est quand même comme un style musical de rue, pour l'interpréter, pour l'incorporer dans le carnatique. Et donc, comment cette idée t'est venue à prendre ces chansons de pêcheurs, à le mettre dans ta musique? En tout cas, je te remercie d'avoir écouté avec autant d'acuité et de sensibilité cette musique. Et je suis aussi honoré de ce rapprochement avec Tim Krishna que j'admire beaucoup, tant pour son travail musical, bien entendu, que pour sa réflexion profonde sur la société de l'Inde et aussi sur l'esthétique qu'est la musique dite classique. Voilà. Qu'est-ce qu'elle doit être? Qu'est-ce qu'on pense qu'elle devrait être et qu'est-ce qu'elle peut être? C'est ça qui est intéressant. Ce sont des musiques qui sont traditionnelles, classiques, mais dans ce classicisme, il y a la contemporanéité. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que de l'art du Drupad, qui était un art liturgique, donc qui était antérieur à la musique réelle, avant l'avènement de la musique persane dans les cours des grands mécènes indiens, eh ben, il y a eu une transformation.
Il y a une rencontre avec une autre culture. Donc on peut dire que c'est une musique de fusion finalement. C'était peut-être une des premières musiques de fusion. C'est un classicisme qui est né quand même d'une rencontre entre des cultures qui étaient improbables dans leur fusion. Et pour moi, je trouve que de la manière dont ces Pathan là qui sont arrivés, ces Persans, ces soldats qui sont arrivés et qui ont créé une musique complètement authentique, qui est devenue après une norme, mais elle ne l'était pas. On dit qu'Amir Khusro est arrivé et il savait pas, il connaissait pas le sanskrit. Donc quand il y avait des joutes entre des grands maharajas ou des grands empereurs, il savait pas quoi faire. Alors il a commencé à prendre les mélodies, parce que c'était un génie de la mélodie, et utiliser des sonorités de percussion. Et c'est comme ça qu'est né le tarana, on appelle ça le tillana, au sud de l'Inde, pour le nord de l'Inde. Donc c'était comment je survis dans le nouveau contexte où je suis. J'ai en ma possession un outil, mais ça reste un outil. Guruji disait un truc qui était intéressant, il disait vous là, les artistes, vous dites que vous êtes mieux que les artisans, mais souvent quand je vous entends là, les joueurs de tabla, à juste montrer votre virtuosité, c'est un peu comme si un cordonnier montrait ses outils. Le cordonnier montre pas ses outils, il montre la chaussure qu'il a faite. Et Oui. ça, c'est intéressant parce que il disait que parfois un artiste, par son manque de réflexion, peut devenir moins que l'artisan, et même pas artisan, peut devenir moins qu'un technicien. Donc, l'idée, c'est pas de parfaire juste son outil, mais c'est de parfaire son expression. Et qu'est-ce que j'ai à dire et comment je vais le dire. Et c'est vrai que le fait de vivre en France, d'avoir hérité de cette culture sud-indienne et aussi de cette art de vivre, de faire la musique façon nord-indienne. Qu'est-ce que moi, ça représente dans mon intérieur? Qu'est-ce que ça représente pour moi dans mon expression? Et comment cela fonctionne dans le quotidien où je vis? Alors j'étais à Paris quand l'album s'est fait. Enfin, il s'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu une partie en Inde et une partie à Paris. Et ça, c'était essentiel pour moi de dire que voilà d'où vient ma musique, mais en même temps, voilà qui je suis. Et c'était cette démarche-là qu'a été le kolam. Comme tu l'as dit, kolam, c'est de mettre cette poudre de riz sur la chaussée de nos trottoirs indiens. Mais pour moi, c'était prendre cette poudre de riz, mais la mettre sur, je sais pas, sur une chaussée parisienne. Là va passer un Malien, là va passer un Maghrébin, là va passer, que sais-je, un Américain. Et d'ailleurs, à El Assa, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on les transportait au Maghreb, et en fait, les paroles, enfin, ce qu'on appelle le riff, c'est-à-dire cette espèce de mélodie, la ritournelle, elle est originaire du Sud, les pêcheurs du Sud, et elle est à El Assa. Et puis, les paroles sont du Nord, mais ce sont les poètes mystiques Baoul. Alors eux, ce sont des syncrétistes qui ont adopté à la fois la mystique soufie avec la mystique hindoue aussi. Et ils ont fait une fusion quasiment non religieuse dans laquelle ils parlent de manière très yogique du corps et de l'esprit. Et là, nodi, comme ils disent, hein, les petits A sont prononcés un peu haut, c'est nadi, comme on dit, c'est le fleuve, mais c'est le fleuve des courants d'énergie du corps. Donc, c'est Pabandas Baul, qui est un chanteur extraordinaire, originaire du Bengale, qui a fait les paroles, et il avait envie de parler de ça, parce que, et les lois et la sage, je le dis, écoute, ça parle de l'eau, ça parle de la mer, ça parle des pêcheurs, de leur voyage. Elle m'a dit, dans ce cas-là, j'ai envie de parler de l'eau, du fluide, mais celui de notre corps, celui sur lequel travaille le yogi. Et c'est comme ça qu'il a écrit les paroles. Et alors moi, je me suis dit, mais puisqu'il parle du yogi et qu'il parle du corps, ça me fait penser à... Mais si tu veux, sans réfléchir, sont venus les gnawa à mon esprit. Les guérisseurs, voilà, les guérisseurs, ces musiciens qui eux, viennent en fait de l'Afrique noire et qui ont été pris comme esclaves au départ par les Arabes et qui sont arrivés au nord de l'Afrique avec leur tradition animiste.
Et ça s'est mélangé avec l'islam et ça a donné les rythmes gnawa. Donc finalement, ce morceau est devenu une rencontre entre les guérisseurs gnawa, la mystique baoul et puis les ritournelles de pêcheurs sud-indiens. Un grand Non, mais foutoir. non, mais voilà, bah, justement, c'est ce foutoir qui est magnifique chez toi. C'est parce que tu ne recules devant rien. Vraiment, il faut avoir du courage. Il faut avoir un courage artistique, premièrement, pour pouvoir trouver tous ces points communs, en fin de compte, et en même temps, rattacher des points communs qui sont un problème. Par exemple, le gnawa, mettre ça avec un pêcheur de couture de pommes, il faut le faire quand même. Et donc, ça, c'est la créativité. Mais aussi, il y a un courage derrière, il y a aussi un message universel. Tu apportes un message universel parce que comme tu aimes Krishna, comme tu le dis, tu es aussi quelqu'un de très, qu'on appelle ça, euh, euh, sensible à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe dans la société, à ce qui se passe dans la société française et indienne, parce qu'on est franco-indien en fin de compte. Et tes prises de position, même en tant que tout seul, je veux dire en tant qu'artiste, a beaucoup de poids parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent. Je vois sur Facebook, à chaque fois que tu fais un post, les personnes partagent ton avis. Et c'est ce qui fait de toi cet être merveilleux qui est là généreusement, sans aucune affirmation, sans imposer ta façon de voir les choses. Déjà, la façon dont tu le présentes, on adhère à ce que tu dis. Je crois que c'est ça la vraie générosité d'un artiste. Il n'est pas là à imposer, à dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. Tu n'es pas là à juger, mais tu proposes quelque chose et les personnes adhèrent ou n'adhèrent pas, c'est leur problème. Et je demande, c'est ça qui fait de toi cet être attachant, charmant, parce que tu es là, tu dis ce que tu as à dire, parce que tu n'es pas juste just for the sake of entertainment, right? Tu es quand même un être humain qui est sensible à ce qui se passe. Et donc, qu'est-ce qui te rend aussi sensible? Écoute, je crois que je viens de trouver mon impresario, hein, il s'appelle Harry Gauthier. Écoute, je suis très touché. Je pense que par rapport à, voilà, c'est une humble contribution par rapport à ce que font des gens comme PM Krishna, qui lui prend vraiment des grands risques à s'exprimer de manière très radicale dans un pays qui maintenant n'épargne pas forcément au niveau professionnel les personnes qui ont une opinion un peu trop tranchée, que ce soit en politique ou sur les affaires sociales. Et je pense que ça, c'est un phénomène un peu universel maintenant. Toutes les prétendument présentées comme démocratie commencent à faiblir et il est difficile de savoir quel va être l'avenir de ces pays qui se sont longtemps targués d'être les phares du monde. Et je pense que maintenant, de ce monde bipolaire dans lequel on était, on va vers un monde multipolaire, où il y a beaucoup de manières de regarder cette planète et de proposer des solutions alternatives aux façons de vivre, aux façons de faire la politique. Et on est loin d'avoir trouvé les bonnes solutions, puisque quand même le monde s'enlise vers des choses qui sont de moins en moins joyeuses. Alors c'est vrai que moi, je suis percussionniste. Bon. Et j'aime apporter la joie, j'aime que les gens dansent, j'aime que les gens soient heureux. Je ne sais pas tellement faire pleurer avec mon instrument. Je ne sais pas tellement évoquer le pathos. Tu vois, je sais l'accompagner. Du moins, j'aime être dans une, tu vois, dans un rythme qui va accompagner une musique de mélancolie, de tristesse. Mais en moi, la percussion en elle-même, c'est pas son boulot. C'est de créer de la tension ou de la décontraction. C'est ça qu'on fait avec la percussion. Alors, dans cette expression-là, j'avais besoin parfois peut-être de passer au verbe
euh, dans les petites fenêtres d'expression que j'ai pour aussi dire que, ben voilà, je vous donne de la joie, mais la joie n'est pas partout. C'est ce qu'on peut faire nous, le temps qu'on peut la faire. Tu vois, Tony Allen, le grand batteur nigérian, il disait, un artiste, il n'a pas le temps de penser au mal, parce qu'il faut qu'il rende les gens heureux. Le temps qu'il a, il faut qu'il le passe à trouver comment il peut faire que les gens s'éclatent. C'est pas faux. Le percussionniste, il fait beaucoup ça. Et parfois, à faire ça, et à dire qu'on fait ça, et à vendre aussi nos spectacles, on peut se perdre dans ce... Alors ça, c'est à titre personnel, hein. On peut se perdre dans ce côté où on est beaucoup en représentation. Et je pense qu'on est malgré tout pas à l'abri de passer à côté de certaines occasions, de dire que des choses ne vont pas dans le bon sens, ne vont pas dans le sens de la fraternité, ne vont pas dans le sens de l'harmonie. On n'est pas obligé d'être politique pour le dire. Quelque chose qui se voit, ça peut être tout simplement mis sur la table, le constat. Alors moi, je le fais parfois avec des mots, dans les quelques fenêtres d'expression que j'ai, et j'essaye de le faire sans clivage. Mais c'est difficile, parce que aujourd'hui, ce qu'on pense être bien, eh ben, c'est le lot d'une certaine prise de position, et ça n'est pas forcément partagé par des gens qui vont adorer ta musique, qui vont adorer les mêmes choses que tu aimes toi en art, en peinture, en littérature, et pour autant, la vision du monde va être très différente entre la leur et la tienne. Et donc, néanmoins, dire que quand même, pour moi, je pense que ici, là, à cet endroit-ci, là, ou à cet endroit-là, quelque chose ne va pas. Et moi, je continuerai à rendre les gens aussi heureux que je peux. Le jardin de joie, il faut que je le garde moi, parce que si j'en ai pas, bah, les gens, je leur en donnerai pas. Mais quand même, il y a beaucoup de pleurs sur cette planète. Il y a beaucoup de tristesse. Et soyons conscients de ces souffrances. Ne soyons pas juste sur des pages du web qui passent et qui s'accumulent et puis qui s'oublient. Oui, justement, tu as entièrement raison, parce que cette sensibilité en tant qu'artiste, bien sûr, la sensibilité de l'artiste comme un poète ou comme un écrivain ou comme tout artiste, bien sûr, elle doit refléter euh, dans la société. Et enfin, moi, je trouve que tout artiste a un devoir. À partir du moment où il a un public, il y a des personnes qui l'écoutent. Justement, ce devoir d'un artiste, d'un créateur, a besoin de se faire sentir, a besoin de ces messages, euh, qu'ils soient profonds ou pas profonds, peu importe, mais à partir du moment où on a une personne, rien qu'une personne, pour nous écouter, pour nous entendre, je crois qu'on a un devoir vraiment primordial, justement, à faire passer ce message d'amour et de fraternité dans ce monde où il y a autant de clivages, autant de replis, et comment on s'ouvre au monde. Bon, au lieu de faire ma prêche, sur quoi tu travailles en ce moment? Alors là, je suis sur une série de concerts là, qui suivent un album qui est sorti, c'était automne dernier, et qui s'appelle Tomorrow Comes the Harvest. Ça, c'est le groupe et l'album, c'est Evolution. Et en fait, c'est un trio avec le célèbre DJ de la techno, un des inventeurs de la techno, Jeff Mills, de Détroit, aux États-Unis, et avec Jean Fidari, qui est un Guyanais, franco-guyanais, qui est un pianiste d'excellence, qui a été le pianiste de Tony Allen, et moi-même. Donc on est sur cette... ça, c'est un peu ce qui est sorti dernièrement, et qui est une rencontre entre l'afro-jazz, la techno et la rythmique indienne. Encore une chose assez improbable qui se passe au sein de cet album, et c'est une aventure assez passionnante. On a hâte d'entendre ça. Bah alors pour la France, on sera au sud de Arles, je crois que c'est mi-juillet.
Voilà. Et là, ce sera dans l'immédiat, enfin à partir de mars, ce sera une tournée Nouvelle-Zélande et Australie. Et après, on reviendra sur l'Europe et il y aura le sud de la France. Je crois que c'est à Nîmes, Arles maintenant. C'est le sud de Arles, donc c'est Arles, où on jouera. C'est ça, parce que tu passes ton temps à parcourir le monde et, euh, et à chaque fois que tu voyages, est-ce que tu prends les sons comme ça ou là où tu voyages, quand tu voyages? Oui, j'essaie d'être... C'est déjà installé en toi. non. Ou, par exemple, là, tu vas partir en Nouvelle-Zélande. On va dire, OK, on va partir en Nouvelle-Zélande. On sait très bien que les Maoris, ils ont une super tradition musicale, on va dire, qui a été très peu exploitée. Moi, je me rappelle à l'époque où j'habitais en Indonésie, euh, c'est ce qu'on appelle les monkey chanters, qui ont quand même une tradition musicale qui est assez intéressante, parce que ça, on remonte ça à Hanuman, parce que, enfin, avec tout le truc, les monkey chanters, ils ont une façon de chanter, ça ressemble un peu à des voix de crapauds en fin de compte, mais en fin de compte, c'est des singes qui chantent. Donc, est-ce que, par exemple, quand tu voyages comme ça, tu fais des voyages comme ça, est-ce que tu t'influences sur des musiques locales? Ah oui, complètement. C'est même... Alors pour moi, ça fait partie des choses qui sont très importantes. Tu vois, tu arrives quelque part et tu penses que c'est normal que ces gens qui ne sont pas de tes origines ni de ton pays habituel et qu'ils t'écoutent, qu'ils s'intéressent 1 heure, 2 heures à une culture, à une musique qui est totalement différente de leur quotidien. Et comment se fait-il que bah, toi, tu ne t'imprègnes pas de ce qui se passe là où tu vas? Exactement. Ça, c'est très très important. Pour moi, aller et montrer quelque chose qui est différent de la terre où je vais jouer, ça ne va pas sans m'imprégner moi aussi, à mon tour, de ce qui se passe sur place. En dehors de mon set de percussion qui est traditionnel, donc tabla, bah, quand je suis revenu de la Malaisie, à côté de l'île de Bornéo, Sarawak, eh ben, j'ai pris un tambourin alors, qui s'appelle kanjiri. Mais sûrement, ça vient de kanjira, voilà, la percussion sud-indienne. Et j'ai trouvé que bah, j'avais rien qui était égal à la sonorité qu'avait ce tambourin. Donc, je l'utilise dans mon set. Il y a un oudou, c'est une percussion qui est assez répandue un peu partout en Afrique aussi, en Amérique du Sud. Et moi, je l'utilise parce que j'avais besoin d'une sonorité différente que des basses qui sont longues avec les basses de tabla. Donc, quand j'ai croisé ces percussions-là, je me suis dit, ah tiens, il y a quelque chose que même avec la richesse des tablas, je ne peux pas faire parce qu'il y a une spécificité dont j'ai besoin. Et donc, j'ai créé à l'image de ce set de percussions aussi ma manière de concevoir le rythme, de concevoir le jeu de la percussion. Je pense que oui, les voyages forment la jeunesse et ils forment les grooves aussi. En tout cas, je souhaiterais qu'un jour, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, euh, je souhaiterais qu'un jour tu joues le paramolam pour le Dalit que je suis, pour le Hanan que je suis. Un de ces jours, je serai là à t'écouter vraiment avec mes yeux et mon corps ouvert. C'est pas que je t'écoute pas déjà, hein, je t'écoute déjà. Mais pour moi, ça m'ouvrirait d'autres choses. Déjà que tu as exploré le champ des pêcheurs, pour le percussionniste que tu es, je serai comblé le jour où je verrai un paramolam dans tes mains. Écoute, c'est en tout cas, je suis allé en Guadeloupe avec une danseuse magnifique qui s'appelle Sharmila Sharma. Et c'est très intéressant parce que là-bas, il y a cette communauté des Indiens qui avait été déplacée après l'abolition de l'esclavage, bah, pour y rester, pour travailler, c'était de la main-d'œuvre pas chère. Et ils ont continué, eux, à maintenir leur culture et à se mélanger, à se créoliser. Et c'était fascinant de voir ce voyage qui s'était fait, tu vois. Et à l'image de la créolisation linguistique,
il y a une créolisation musicale aussi. musical, bien sûr. On la voit de manière assez évidente à La Réunion, à l'île Maurice, où la communauté indienne a été assez prépondérante. C'est un peu plus subtil dans les Antilles. Néanmoins, c'est là. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'intéresserait de faire, c'est d'imaginer ce parcours, tu vois, mais avec le groove, avec les percussions, tu vois. Ils sont passés, les premiers sont partis de Pondichéry et ils ont navigué. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des musiciens parmi eux, tu vois. Bien sûr. Et ces musiciens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça, c'est une chose qui me tourne l'esprit. Et Paramolam, forcément, puisque c'était des populations qui étaient peu aisées. Et ces tambours-là, ces tambours populaires, cérémoniaux, de fête, sont joués par des gens qui sont des Dalits, qui sont les plus démunis, à l'image de ceux qui sont partis. Donc, si on imagine un instant que des joueurs de Paramolan sont partis, qu'est-ce qui a donné la tacha, drum, Au tu vois, Trinidad. à Trinidad? Qu'est-ce qui a donné le ravan dans l'océan Indien? Qu'est-ce qui a fait? Quel a été le petit ingrédient qui s'est inséré dans le tambour belé, qui s'est inséré dans le tambour ka de Guadeloupe ou de Martinique? Oui, Ben, tout ça, écoute, c'est fascinant. je vais te mettre en relation avec les tambours sacrés de la Réunion, justement, qui font ce travail mémoriel, on va dire, à travers le parrain. Et en même temps, qu'est-ce que le parrain a apporté au Maloya? Et donc, je travaille que beaucoup. Il y a deux thèses qui ont été écrites par Stéphanie à la Réunion et une autre personne en Guadeloupe qui s'appelle Les tambours sacrés. Et donc, c'est un projet ouais, que j'aurai honneur et bonheur à explorer avec toi et juste créer le pont, tu vois. Et, Ah, mais avec grand plaisir. tu sais, moi je devais être percussionniste, but I'm a failed percussionist. Bah, tu sais, bah, tu travailles avec le rythme hein, quand tu travailles avec les mots. Oui, oui, absolument. Et donc, comme mes doigts n'ont pas été assez doués pour taper sur la peau, donc je tape sur le clavier. Pour terminer, pour cher public, si vous avez des questions à poser, vous êtes les bienvenus. Oui, et Et je vous salue tous. Alors, moi, à mon âge, il faut les lunettes pour voir. Alors, Souda, salut, Souda est salut là, Ajit. des personnes Voilà, qu'on connaît très, bienvenue à très tous. bien. Vraiment, merci Ravi d'être. Magnifique est là aussi, je crois. Ah, Anna! Ravi est là. Il m'a dit qu'il allait passer. Grand, grand monsieur du jazz, Absolument, chérien, très grand percussionniste, absolument. un bon ami à nous, à toi et moi, Ouais, un grand frère que je salue, mon bien frère entendu. aussi. Donc, merci au public. Et pour terminer, Pabou va nous faire l'honneur, pas des questions spécifiques, c'est très bien. Donc, on va laisser deux Ah, minutes. peut-être, attends, je vois arriver quelque chose. Merci pour ce bel échange. Ah, d'accord. Non, c'est juste un commentaire. Ok, super. Ah tiens, Tambi, je t'aime, bisous à vous deux. Donc, ça, c'est Ravi. Papa, Ah, je t'adore. on t'adore, Je Ravi. t'adore. Et Ah, mon gars. Ravi, tu seras un des prochains invités sur notre Tinaï très bientôt parce que c'est encore un très, très grand musicien de très grande qualité dont j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect, on va dire. Parce que Écoute, c'est c'est un... un des premiers qui m'a fait confiance. C'est ouais. un des premiers qui m'a influencé. D'ailleurs, on a parlé beaucoup de cette approche de la multiculturalité dans le rythme. Et à vrai dire, c'est lui le pionnier qui a travaillé ça. Dès le Ravi, départ, il s'est posé cette question-là. Et moi, ça m'a beaucoup questionné. excellent artiste et excellent musicien, est un très grand humaniste. Un mec, un monsieur au grand cœur dont j'aurai le plaisir d'accueillir ici. Non, Jean-Louis, je vais pas dire d'ores et déjà qui sera mon prochain invité parce que ça me porte malheur. Je garde le suspense jusqu'à ce que je reçoive la confirmation d'un autre invité que j'aime beaucoup, que tout le monde connaît, encore un franco-pondigérien,
qui va passer d'ici un mois. Mais je laisse la place à Maestro Prabhu Tambi. Je t'adore. Merci, merci infiniment, mon frère. Et j'aimerais aussi saluer Jean-Louis Lavergne, qui est le travailleur de l'ombre là pour Forum France Inde et grâce à qui techniquement tout ça s'est fait, mais pas que techniquement, c'est aussi beaucoup de son cœur qu'il met. Et je connais Ah ses oui, frères ah oui, ah qui oui. sont des musiciens fabuleux, donc tout ça c'est une affaire familiale. Et je suis vraiment très ravi d'avoir eu l'opportunité de faire en dehors de mon tabla un peu de blabla avec toi. Non, mais là, il faut que tout le monde sache, parce que quand même, Prabhu, c'est un manipulateur des mots, au bon sens du terme. Ah tiens, il y a Gauri qui est là. Tangachi Manakam. C'est ma dentiste. Voilà, c'est grâce à elle que je peux me permettre de sourire encore bien. Bon, elle n'a pas réparé l'alignement de mes dents, mais en tout cas, ma sourire, elle en prend soin. Je te remercie. Salut. Alors, écoute, j'avais pas prévu grand-chose parce qu'en plus, c'est un peu compliqué. Tu sais, les micros et tout ça, ça marche de manière un petit peu capricieuse. Donc, ça, c'est une imitation de ce dont on a parlé. C'est la kanjira. Alors ça, c'est pas la peau de caïman. Normalement, c'est de la peau d'iguane, mais ça va. C'est vegan celui-ci. On n'a pas tué d'iguane pour ça. L'iguane est protégée actuellement. Donc je vais peut-être essayer de faire quelque chose avec ça. Et je m'étais dit, peut-être ce serait sympa d'avoir quelque chose à raconter sur le Tinei et puis évoquer peut-être, puisqu'on a parlé de créolité, évoquer peut-être le tibois. Le tibois, c'est un rythme antillais. Ça s'utilise sur les tambours bélés et ça permet de créer un rythme qui est très spécifique. Et ce serait rigolo de l'entendre sur la kanjira. Alors, ce qui est assez sympa en Inde, parlant du Tinei, c'est quand la pluie s'annonce sur le toit, boisé. Pas la pluie de la mousson, fière, bruyante et sauvage. Non, une petite bruine comme il pourrait s'en produire là, maintenant, au pays. L'eau qui ruisselle tout doucement à travers les piliers du Tinei. Ce Tinei qui voit des passants s'affairer à trouver refuge. Tiens là, un ami passe. Qu'il entre, qu'il prenne un verre de chai ou de café. Et on va refaire le monde. Pourquoi pas? Pendant que la pluie, elle clapote, elle tapote, elle fait comme le tibois. Tac, pitac, pitac. 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 Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Doudou, tac, tac, tac. Doudou, tac, tac, tac. Doudou, 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 doudou, tac, tac, tac. Sur le Tinei de mon ami, sur le Tinei, le tap, tap, tap de mon ami Ari, de mon ami Tinei, de mon ami Tinei, de mon ami Ari, de le Tinei.
Ari, sur le dîner. Ari, Ari, Ari. Ding, 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 Dina takit takit dina. Dina takit takit dina. Tatum kita tum takit tum. Tadi gina tum ta. Tadi gina tum ta. Tadi gina tum. Tatum tidak tum takit tum. Tadi gina tum ta. Tadi gina tum ta. Tadi gina tum. Tatum kita tum takit tum. Tadi gina tum. Tadi gina tum. Tadi gina tum. Tatum kita tum takita tum tadingina tum tadingina tum tadingina tum tatum kita tum takita tum tadigina tum tadigina tum tadigina tum ta tadigina tum tadigina tum tadigina tum ta kita 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 tak tak dum tak 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 dum dum tak tak dum dum tak tak Wow, wow, Vareva, Ustad, thank you. Merci, merci, Nandri. Merci beaucoup, Merci à tous. Et rendez-vous dans un mois. Jean-Louis, merci infiniment encore et à très bientôt.